Bien. Bonsoir à tous. Merci d'être là. Et sans plus attendre, on va rentrer dans le vif du sujet. Je me présenterai après. Ils parviennent à larguer toute la cargaison. L'une des palettes explose à la sortie de l'avion. Cette saloperie tombe dans le vide en une déflagration. Et puis Pavlicek, à son tour, plane vers la terre comme une semence ailée. Des kilomètres plus bas, et 3 siècles plus tôt, une guêpe couverte de pollen s'était glissée dans le trou à la pointe d'une certaine figue et avait déposé ses œufs dans tout le jardin de fleurs labyrinthique qui s'y dissimulait. Chacune des 750 espèces de ficus existant au monde dispose d'une guêpe spécialement conçue pour la fertiliser. Et notre guêpe avait miraculeusement trouvé l'espèce précise à laquelle elle était destinée. La fondatrice pondit ses œufs et mourut. Le fruit qu'elle avait fertilisé devint sa tombe. Une fois écloses, les larves parasites se nourrirent des entrailles de cette inflorescence, mais elles évitèrent de dévaster la créature nourricière. Les mâles copulèrent avec leurs sœurs, puis moururent dans leur prison de fruits soyeux. Les femelles émergèrent de la figue et s'envolèrent, couvertes de pollen, pour poursuivre ailleurs ce jeu sans fin. La figue qu'elles abandonnaient engendra une fève rouge plus petite que la tache de rousseur sur le bout du nez de Douglas Pavlicek. La figue fut mangée par un bulbule. La fève passa dans les boyaux de l'oiseau et tomba du ciel dans une giclée de merde fertile qui atterrit au creux d'un autre arbre, où le soleil et la pluie aidèrent la graine qui en résultait à échapper aux millions de morts possibles. Elle grandit. Ses racines glissèrent vers le sol et en chassèrent son hôte. Des décennies passèrent, des siècles. La guerre à dos d'éléphant fit place aux allunissages télévisés et aux bombes à hydrogène. Le tronc du figuier déploya ses branches et les branches produisirent leurs feuilles en haleine. Des coudes s'écartèrent des plus grosses branches, puis s'abaissèrent jusqu'au sol et s'épaissirent en troncs nouveaux. Avec le temps, l'unique tige centrale devint un bosquet. Le figuier s'étendit en forêt ovale de 300 troncs principaux et 2000 troncs secondaires. Et pourtant, ça restait un unique figuier, un banyan. Le sergent-chef Pavlicek tombe sans grâce dans l'air bleu sans défaut. L'appel d'air chuintant le laisse perplexe. La catastrophe flotte loin au-dessus de lui dans le nuage et n'a plus à être résolue. Il désire seulement pardonner au monde, oublier et tomber. Le vent l'emporte où il veut. Au beau milieu de la province de Nankon Ratchatsima. Lorsque la terre se précipite pour accueillir Douglas, il se ratatine. Il essaie d'orienter le parachute vers une rizière couverte d'eau et mouchetée de meules vertes. Mais les courroies s'en mêlent. Il rate sa cible. Et dans l'effondrement furieux des 30 derniers mètres, un pistolet fixé à sa cuisse part tout seul. La balle pénètre juste au-dessus de la rotule, lui fracasse le tibia et ressort en perçant le talon de sa ranger de cuir. Son hurlement déchire l'air et son corps dégringole dans les branches du banyan. Cette forêt d'un seul arbre qui a poussé durant 300 ans juste à temps pour amortir sa chute. Voilà un premier extrait de ce roman publié en 2018 par Richard Powers, un Américain. Le titre original, c'est Overstory. Overstory en anglais, ça veut dire à la fois la canopée, l'étage, la partie supérieure de la forêt, et puis, si on enlève le E, ou selon comment on l'écrit, c'est aussi la surhistoire, l'histoire de l'histoire, l'histoire générale, et c'est ce que traduit ce titre de l'Arbre-Monde. Ce roman, c'est de lui dont j'aimerais vous parler ce soir, parce qu'il m'a marqué. J'aimerais qu'il vous marque et vous inciter à le lire, et le lisant, il vous incite à aller en forêt, et je suis sûr que ça sera le cas. Dans ce roman, il y a 9 personnages principaux. Je vous en ai déjà présenté un.
euh, un Douglas Pavlicek, qui est un ancien soldat qui va se découvrir une passion pour les arbres. Nick, un descendant d'émigrants norvégiens, un couple passionné de livres, une personne qui vit dans les bois, dans les forêts, une autre qui va se découvrir une passion pour les forêts suite à un accident. Tout un ensemble de personnages qui vont se croiser après avoir été présentés dans ce livre. Le livre est présenté un petit peu comme un arbre. Il y en a qui l'ont lu parmi vous? Alors, le livre commence par une très longue partie qui s'appelle Racines. Dans cette partie sur les racines, eh c'est un peu les 9 histoires de ces 9 personnes que l'on va découvrir, dont on va comprendre l'origine et ce qui a pu susciter leur lien particulier avec les arbres. Et puis la deuxième partie, c'est le tronc. Et c'est là où ces différentes personnes vont se croiser, se rencontrer, et puis ça amènera à la troisième partie qui est Cime, où là c'est un petit peu l'apothéose de ces rencontres, vont se produire et se passer des choses assez extraordinaires et qui se termineront dans la dernière partie, les graines, et c'est la suite de l'histoire. Donc c'est un livre qui est extrêmement touffu, très dense, un peu comme une forêt, faite de multiples symboles, de multiples allusions, de multiples informations, des histoires qui se croisent un peu en tous sens. La chronologie, elle est parfois difficile à suivre parce que on revient en arrière, il y a des annonces de choses qui vont se produire dans le futur qu'on ne sait pas encore, donc on découvre plus tard pourquoi ces informations ont été données. Bonjour, bonjour. J'avais sorti une photo de monsieur l'auteur, quand même. Voilà. Une place. Après, il y a l'escalier, éventuellement. Je voulais le mettre sur. Moi aussi, je veux bien l'escalier. Allez. Donc c'est un livre qui appelle à une forme de prise de conscience, de découverte. C'est pas forcément un essai politique qui porterait un message particulier, mais on peut pas s'empêcher, je pense, vous le verrez en le lisant et peut-être dans ce que je dirai, d'en retenir quelques-uns. Mais c'est plutôt une sorte d'ode aux arbres, aux forêts et aux liens qu'on tisse avec eux, que l'on a tissé avec eux et qu'il faudrait sans doute entretenir. Alors, j'ai prévu de vous faire plusieurs petites lectures par moment, et puis je réagirai là-dessus. Alors, il faut que je retrouve les pages, c'est ça qui va être le plus long en fait. Et tu plantes pour qui? Tous ceux qui paient. Il y a plein d'oxygène tout neuf à cause de toi? Plein d'effets de serre en moins? Les gens ne se rendent pas compte. Tu sais qu'avec le bois, on fait du shampoing? Des vitres blindées? Du dentifrice? Ben non, je ne savais pas. Du cirage, de l'épaississant pour crème glacée. Et des maisons aussi, où je me trompe. Des bouquins, tout ça, des bateaux, des meubles. Les gens ne se rendent pas compte. On est encore à l'âge du bois. Et c'est le moins cher des trucs précieux qu'on ait jamais trouvé. Alléluia, mon pote. On refait une partie pour 20 $? Juste pour dire que dans ce livre, l'auteur, il a, je pense, joué à semer toutes sortes d'informations, toutes sortes d'indices scientifiquement fondés sur les arbres, les forêts, des événements relatifs aux arbres et aux forêts, des événements aussi relatifs à la société dans lequel les acteurs circulent. Il y a tout un passage sur l'invention de l'informatique, sur la psychologie, sur plein d'autres aspects, et un certain nombre d'informations sur les arbres. Et moi, j'en viens à me présenter, c'est un peu mon métier. Je suis scientifique, je
travaille j'étudie les forêts, les arbres à Toulouse, à l'INRAE depuis longtemps. Et quand j'ai lu tout ça, je me suis dit, mais c'est une vraie encyclopédie, ce livre. Il y a une quantité de choses et d'informations qui m'a touché, que j'ai trouvé intéressante. Et en même temps, je me suis dit, mais peut-être que les lecteurs... c'est l'éclipse. Je ne sais pas si tous les lecteurs les perçoivent. Et donc, je vous propose de parcourir un peu le livre. Je vous rassure, je ne vais absolument pas vous gâcher l'histoire et ce qui se passe, mais plutôt aller piocher un certain nombre de ces faits scientifiques et puis vous dire ce que, du côté de la science, ça dit et pourquoi l'auteur a mis en avant ces différents éléments, si ça vous va. Alors ça commence par l'histoire, par un événement assez tragique qui s'est passé aux États-Unis, qui est la disparition quasi complète d'un des arbres les plus fréquents qu'il y avait aux États-Unis et un des plus importants pour les pionniers et pour les Amérindiens qui vivaient en Amérique du Nord. C'est le châtaignier américain. Ce n'est pas tout à fait le même châtaignier que le nôtre, pas exactement la même espèce, mais très proche. Et cette espèce, eh bien, elle servait à peu près à tout. C'était l'arbre à tout faire. On le mangeait, on construisait, on fabriquait toutes sortes d'outils. Vraiment, c'était un arbre assez extraordinaire et autour duquel une culture s'était constituée. Et on se soignait, éventuellement. Et malheureusement, eh bien, cet arbre a été décimé par un parasite qui a été importé malencontreusement au début du XXe siècle d'Asie, un champignon associé à un insecte, un petit peu aussi comme les maladies qui menacent nos châtaigniers. Et en quelques décennies, eh bien, tous ces arbres, des milliards d'arbres, ont disparu, à tel point qu'il y a à peu près une vingtaine d'années, il en restait 100 exemplaires de cet arbre. Et donc une partie du roman parle de ça, et effectivement, c'est un fait avéré. Et dans ce roman, il y a un passage où des personnages, observant un de ces châtaigniers, se met à le photographier. Et le photographie tous les mois. Et transmet à ses enfants l'idée de le photographier aussi tous les mois. Et à ses petits-enfants de le photographier tous les mois. Et j'ai trouvé ça extraordinaire. Je me suis dit, mais s'il y a quelqu'un qui a fait ça, cette collection de photos, ça doit être magnifique. Alors j'ai cherché, j'ai pas trouvé. Je ne sais pas si ça existe et si quelqu'un l'a fait. Mais ce que j'ai trouvé, j'ai plaisir à vous le montrer parce que c'est un peu... c'est que quelqu'un a fait ça pour une forêt. Si vous passez, vous pourrez le regarder, même si ce n'est pas très facile à voir. Il existe quelqu'un qui, au même endroit, exactement au même endroit, a posé un appareil photo à date régulière, alors ce n'était pas tous les ans, depuis 1927 jusqu'en 1998. Voilà, donc peut-être que l'auteur s'est inspiré de ça, parce qu'il a pu aussi, comme moi, tomber là-dessus. Et vous verrez, il y a une coupe, les arbres ont été jeunes, et puis après ils grandissent, et puis on les voit là, adultes. Je vous laisse passer, regardez ça. C'est aux États-Unis, oui, en Amérique, dans les forêts de l'Oregon, je crois. Alors, petite lecture. D'où crois-tu que vient tout le bois pour passer de cette petite chose à ça? Petite chose, c'est une graine que montre le... Elle hasarda une réponse. De la terre? Et comment on pourrait vérifier ça? Ils conçoivent l'expérience ensemble. Ils mettent 100 kg de terreau dans un tonneau de bois du côté sud de la grange. Puis, ils extraient de sa cupule une noix de hêtre triangulaire, la pèsent et l'enfoncent dans la terre grasse. Si tu vois un tronc gravé... Oh, peut-être je vais passer ça. On va maintenant maintenir le tonneau bien humide et le désherber pendant 6 ans. Et quand tu atteindras tes 16 ans, l'âge tendre, on repèsera l'arbre et le terreau. Elle l'entend et elle comprend. Ça, c'est de la science. Et c'est 1 million de fois plus précieux
que tous les serments humains. Je vois que tu te questionnes. Oui, j'ai pas bien compris le processus. Bien, eh bien, le personnage se pose la question, il pose la question à sa fille, qu'est-ce qui fait que d'une graine, on obtient un arbre, et cet arbre, il a été créé par quoi? La matière qui constitue cet arbre provient de quoi? Et la petite fille répond de la terre. Savez-vous d'où elle vient, cette matière? La terre. De l'air. Et cette expérience que cite l'auteur, elle a été réalisée au XVIe siècle par un alchimiste qui s'est posé un peu la même question et qui a réalisé exactement cette expérience-là. On en a les traces, les preuves, où il a mis un arbre à pousser, il avait pesé le sol, il avait mesuré l'eau, il a mesuré le poids de ce petit arbre au début, il a compté exactement combien il rajoutait d'eau pendant 5 ans, et à la fin, il a pesé à nouveau le sol, il a pesé à nouveau son arbre, il a soustrait l'eau qu'il avait utilisée. La conclusion était sans appel, le sol avait diminué de 50 grammes, l'arbre pesait 75 kilos, dont 30 kilos de matière. Donc ça ne pouvait pas venir de la terre, ça venait d'autre chose, ça venait de l'air, et cette personne, Van Helmont, eh bien c'est lui qui a découvert l'existence des gaz dans l'atmosphère, et le fait que notre air est composé de gaz, et qu'une partie de ces gaz, c'est le gaz carbonique, peut se transformer en bois. L'arbre, le bois, c'est du gaz carbonique transformé en matière. Une petite tranche de gaz carbonique. Vous saviez ça? Peut-être que vous l'avez. Voilà, peut-être en biologie. Voilà. Le roman est parsemé d'un certain nombre de ces allusions, de ces choses-là. Et donc c'est pour moi, je pense que l'auteur l'a fait à dessein pour nous inciter, vous inciter à vous questionner, à aller explorer, à aller chercher des informations. Parfois, l'explication est donnée dans la suite du texte. C'est le cas ici, je ne vais pas vous le dire. Parfois, ça reste en suspens. Dans le roman, il y a un autre personnage important. Je vous en ai parlé de 9, c'est les personnages humains. Mais vous avez vu qu'il y a aussi des personnages non humains. Ce figuier Bagnan qui a sauvé le soldat qui tombait de son avion. Et puis il y en a d'autres, et notamment des séquoias. Et l'un d'entre eux va être des séquoias, j'y reviendrai après. Et un autre arbre, qui est un personnage, s'appelle Pandon. Alors il n'est pas cité dans le livre ou de façon indirecte. Les trembles s'agitent au vent imperceptible. Et elle commence à voir des choses cachées, très haut sur le tronc, au-dessus de sa tête. Elle défriche des griffures dans l'alphabet des ours. Puis ses lacérations sont vieilles, bordées de cicatrices noircies. Nul ours n'a traversé ces bois depuis bien longtemps. Des racines enchevêtrées débordent des rives d'un ruisselet. Elle les étudie, bords exposés au réseau des conduits souterrains qui acheminent l'eau et les minéraux sur des dizaines d'hectares à flanc de montagne. Vers d'autres troncs, apparemment distincts, sentinelles en rang sur les affleurements rocheux où l'eau est rare. Au sommet de la côte, il y a une petite clairière, trouée à la tronçonneuse. Quelqu'un s'est mis en tête d'améliorer les choses. Elle extrait sa loupe de son trousseau de clés et l'applique contre une souche pour évaluer le nombre d'anneaux. Les plus vieux arbres abattus ont environ 80 ans. Elle sourit à ce nombre si comique quand les 50 000 bébés d'arbres autour d'elle ont surgi d'une masse de rhizomes trop ancienne pour être datés à la centaine de millénaires près. Sous terre, les troncs, vieux de 80 ans, ont 100 000 ans au bas mot. Elle ne serait pas surprise que cette immense créature clonale unique et multiple, qui ressemble à une forêt,
existe depuis près d'1 million d'années. Voilà pourquoi elle s'est arrêtée. Pour regarder l'une des plus vieilles et des plus vastes créatures vivantes sur Terre. Tout autour d'elle s'étend un unique mâle dont les troncs génétiquement identiques couvrent près de 50 hectares. Une créature d'un autre monde qui dépasse les capacités de ses méninges. Mais bon, comme le sait Pat Westerford, docteur en botanique, l'autre monde est partout dans le monde. Et les arbres aiment jouer avec l'esprit humain comme des gamins avec des scarabées. Ce dont parle l'auteur ici, c'est d'un arbre un peu particulier, qui s'appelle Pando. Pando, P-A-N-D-O. Et cet arbre, eh bien, c'est un tremble qui forme comme une forêt. Vous savez, les arbres, un certain nombre d'arbres sont capables de se régénérer. Vous le savez peut-être dans votre jardin, si vous avez un jardin, vous coupez le sureau qui vous embête parce qu'il pousse, et puis vous revenez 2 ans après, c'est reparti. Et si vous avez un figuier, je ne vous en parle même pas, vous laissez un petit bout de bois comme ça dans le mur, et c'est reparti. Eh bien, beaucoup d'arbres sont capables de faire ça, et de le faire très longtemps, indéfiniment. Et donc, il y a une différence entre l'âge d'un tronc et l'âge d'un arbre. Un arbre peut donner naissance à plusieurs troncs, à partir des mêmes racines, qui vont rester reliés entre eux. Et donc, vous verrez des troncs jeunes, plus ou moins vieux, mais ça ne dit pas l'âge de la racine. L'âge de l'arbre, c'est-à-dire à partir de quand la première graine a germé et a donné le premier petit plant qui a continué à pousser, à grandir. Et on sait que ça peut se faire, on le pratique ici, quand vous avez un taillis en forêt, c'est ce qu'on fait, on coupe les arbres et puis on revient, et puis ils ont repoussé quelques années après. Eh bien, ce tremble aux États-Unis, il a fait ça depuis des centaines, des milliers, des dizaines de milliers d'années. Aujourd'hui, on a pu le mesurer, il couvre 40 hectares. Il y a 40 000 troncs qui sortent, qui sont tous reliés les uns avec les autres, qui ont le même patrimoine génétique, qui viennent de la même graine, et on ne sait pas très bien, on n'arrive pas très bien à le dater. Jusqu'à maintenant, moi je disais toujours un chiffre aux environs de 40 000 ans, mais ça semble être un peu discuté. On est sûr qu'il a au moins plus de 15 000 ans. Certains disent peut-être 80 000 ans, et peut-être encore plus. Les arbres ont cette particularité, les arbres et un certain nombre d'autres végétaux, eh bien en fait de ne pas avoir de programme génétique de vieillissement. Les nouvelles cellules qui apparaissent tous les ans dans les nouvelles branches sont aussi jeunes que les premières cellules du premier petit bourgeon qui est sorti de la graine. Il y a une forme de capacité à se régénérer et donc pas de facteur de vieillissement. Nous, nos cellules, elles vieillissent, c'est déjà programmé. Notre mort est programmée. La mort d'un arbre, la plupart des arbres, n'est pas programmée génétiquement. Ça change un peu l'image qu'on se fait des arbres. Les troncs les plus vieux, le tronc le plus vieux, c'est à peu près 6 000 ans, entre 6 et 7 000 ans. Mais l'arbre le plus vieux, c'est plusieurs dizaines de milliers d'années. La plante la plus vieille, dont on est sûr de l'âge, parce qu'il y a beaucoup de débats, c'est une plante aquatique marine, une plante à fleurs, dont on pense qu'on a trouvé une colonie qui a 200 000 ans. Première graine, 200 000 ans. Si vous voulez réagir, n'hésitez pas. Hein, je sais pas... Elle ressemble à quoi? Petite plante. C'est la poséidonie. C'est une espèce. Ça ressemble à une algue, mais c'est pas une algue verte au fond de la posidonie, voilà, qui est une plante à fleurs en fait qu'on trouve en Méditerranée. Si vous avez la chance d'aller nager ou plonger un peu, on en voit. C'est aussi ce qui fait tous ces déchets verts qu'on voit ou marrons qu'on voit parfois sur les plages, qui salissent les plages, c'est les qui salissent, en tout cas qui gênent les baigneurs, c'est la posidonie. J'ai une autre question. Mhm. Est-ce
Oui. Donc, est-ce que on prend les arbres, quelque part, on coupe un arbre, en coupant un arbre, est-ce que ça pourrait justement lui permettre de vivre plus vieux? Si un arbre peut se régénérer. Ça change rien à sa longévité. Ça change rien à sa longévité. Il pourrait très bien vivre avec des troncs de plusieurs centaines ou plusieurs milliers d'années. Certains séquoias peuvent vivre des milliers d'années, le tronc. Et peut-être que le jour où on va le couper, eh bien, de la racine, on repartira un nouveau séquoia et sera parti. Il n'y a pas de rapport entre la durée. Par contre, D'ailleurs, ces gens qui pourraient attraper une maladie qui va le faire mourir, ah, oui, oui, je sais pas. Je sais pas. La preuve, s'il y a des arbres qui ont pu survivre aussi longtemps, qu'effectivement, ça ne les menace pas, enfin, ça ne leur nuit pas. Ce qui veut dire aussi, juste pour nous ramener dans nos régions, que parfois certains taillis de châtaigniers ou de charmes, notamment, que l'on a dans nos forêts, où on voit des petits troncs comme ça, pas très impressionnants, eh bien peut-être que la souche qui est dans le sol, elle peut avoir plusieurs centaines d'années. Elle peut avoir plusieurs centaines d'années. Et elle peut être à plusieurs mètres. Et elle peut être à plusieurs mètres, ou elle peut. Alors si vous êtes observateur, vous pourrez voir parfois dans cette forêt que les charmes forment comme un cercle. Et bien en fait, c'est ça, ces troncs qui forment un cercle. Et en général, c'est que c'est des rejets de la même souche. Si on regardait dans le sol, on trouverait sans doute qu'ils sont encore connectés entre eux. Parce qu'au fur et à mesure, ils se sont écartés. Il y a un gynéco qui a résisté à des bombes atomiques à Hiroshima. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais il y a un passage, parce que je vous indique un certain nombre de ces petits indices que moi j'ai repérés, il y en a d'autres que je n'ai pas compris. Et effectivement, il y a un passage dans le livre où il parle de quelque chose de ce type-là, mais je n'ai pas cherché si c'était vrai ou pas. Patricia se voue au sapin de Douglas, droit comme une flèche, sans s'étrécir. Il s'élève à 30 mètres avant la première branche. Écosystème à lui tout seul, il abrite plus de 1000 espèces d'invertébrés. Charpente de cité, roi des arbres industriels, l'arbre sans qui l'Amérique aurait été d'une perspective très différente. Ces chouchous sont dispersés autour de la base. Elle peut les repérer à la frontale. Le plus grand doit avoir 6 siècles. Il est si haut, si proche des limites supérieures imposées par la gravité qu'il lui faut 1 jour et demi pour racheminer l'eau de ses racines jusqu'aux plus hautes de ses 65 millions d'aiguilles. Et chaque branche embaume la délivrance. Dans le livre, je disais, il y a des petits passages, des petits indices qui traînent, et j'en ai repéré un, comme je viens de le dire. Sans doute plein m'ont échappé parce qu'il y a des choses que je ne connais pas sur les arbres, et notamment les arbres forestiers, mais il y en a un qui m'a interpellé, sur lequel je vais vous emmener parce que je trouve que ça raconte une belle histoire. Je retrouve la page. Elle appuie sur des fissures de l'écorce, et ses doigts s'enfoncent jusqu'à la phalange. Une percée dans les broussailles révèle toute l'étendue de cette prodigieuse pourriture. Des troncs émiettés, infestés de créatures corrodées depuis des siècles, des branches gothiques et tordues, argentées comme des glaçons à l'envers. Jamais elle n'a inhalé putréfaction plus féconde. La simple masse de vie perpétuellement mourante, casée dans chaque centimètre cube, tissée de filaments fongiques et de toiles d'araignées trahies par la rosée, la fait défaillir. Des champignons escaladent en terrasse les flancs des troncs. Des saumons morts nourrissent les arbres. Imprégnés de brouillard tout l'hiver, une matière verte, spongieuse, qu'elle ne saurait nommer, recouvre chaque pilier de bois d'un tapis vert épais qui monte plus haut que sa tête. Mais que viennent faire des saumons morts dans une forêt?
J'ai la chance d'avoir, par hasard, vu un reportage qui expliquait ça. Et je vous raconte l'histoire. En fait, dans les forêts nord-américaines, sur la côte pacifique, les sols sont très pauvres. Très pauvres, c'est-à-dire qu'il y a très peu d'azote, très peu de phosphore. L'essentiel de l'azote et du phosphore, il est dans les branches, dans le feuillage. Donc c'est un espèce de cycle entre les feuilles qui tombent, les aiguilles, et puis ça repart. Mais il y a très peu, le sol est très pauvre. Et pour les semis de ces arbres, eh bien, ils ont besoin de phosphore et d'azote pour démarrer leur croissance. C'est très difficile sur les sols très pauvres. Comment font-ils? C'est resté un mystère assez longtemps pour les forestiers. Jusqu'à ce qu'ils comprennent une cascade d'effets. Il s'avère que dans ces forêts, eh bien, il y a des rivières. Et que dans ces rivières, ils ont, eux, encore des saumons. Et vous savez que les saumons, ils naissent dans la rivière, ils partent dans l'océan, ils se nourrissent, ils vivent pendant des années, ils grossissent, une espèce de truc. Et au moment de se reproduire, une seule fois dans leur vie, ils remontent à la rivière où ils sont nés, ils se reproduisent, ils pondent et ils meurent. Et déjà, cette quantité de poissons morts dans la rivière permet d'enrichir l'eau de la rivière et les arbres, une partie des arbres, peut se nourrir des nutriments, de l'azote et du phosphore que les poissons ramènent de l'océan. Déjà, c'était assez une découverte. Mais ça n'explique pas pour le reste des arbres. Et c'est là qu'intervient un autre acteur, l'ours. Ah, mais c'était sûr. L'ours. Et les scientifiques découvrent que les ours, gros gloutons, eh bien, pêchent des saumons. Et ils en pêchent des quantités. Et ils en mangent. Et ils en mangent. À tel point que des fois, ils en pêchent et puis ils les emmènent et puis ils le mangent. Mais bon, le saumon le lundi, ça va. Le mardi, c'est bien. Le mardi, ça va. Mais à un moment donné. Et donc, ils laissent leur saumon à moitié mangé dans la forêt. Et les scientifiques ont découvert eh bien, que c'est sur ces saumons morts que germent la plupart des arbres de ces forêts, parce que les graines vont trouver à cet endroit-là la quantité d'azote et de phosphore pour peu qu'elle ait la chance de tomber sur un saumon, pour quand même pouvoir pousser. Et quelque part, cette forêt, eh bien, elle dépend des saumons, elle dépend des ours. Alors on arrive au cœur du roman, au cœur de ce que je pense l'auteur veut nous amener à, à penser, à réfléchir, à percevoir. Ce qu'elle les surprend à faire, en fait c'est à propos des sapins de glace. Au fil de ces années, l'emplit de joie. Quand les racines latérales de deux sapins de Douglas se rencontrent sous terre, elles fusionnent. Par ces nœuds autogreffés, les deux arbres réunissent leur système vasculaire pour ne faire plus qu'un. Tissés ensemble sous terre par des milliers et des milliers de kilomètres de fils fongiques vivants, les arbres se nourrissent et se guérissent l'un l'autre, protègent la vie des jeunes et des malades, réunissent leurs ressources en une cagnotte commune métabolique. Il faudra des années pour que se dessine cette vision. Il y aura des découvertes, d'incroyables vérités confirmées par un réseau mondial croissant de chercheurs au Canada, en Europe, en Asie, qui échangent joyeusement leurs données par des canaux toujours meilleurs et plus rapides. Les arbres de Patricia sont bien plus sociables qu'elle-même n'aurait pu le soupçonner. Il n'y a pas d'individus. Il n'y a même pas d'espèces séparées. Tout ce qui est dans la forêt est la forêt. La concurrence n'est pas séparable des multiples saveurs de la coopération. Les arbres ne se battent pas plus que ne se battent les feuilles d'un même arbre. À croire que finalement la nature n'a pas tant de sang sur les crocs et les griffes. D'abord, ces espèces, à la base de la pyramide de la vie, n'ont ni crocs ni serre. Et si les arbres partagent leurs réserves, alors chaque goutte de rouge doit flotter sur un océan de vert. Qu'elle met en évidence ici, l'auteur,
c'est la communication entre les arbres, les formes de communication. Et un des personnages du roman, Patricia Westerford, qui est cette personne qui découvre ça, en fait est une allusion à peine voilée à un personnage existant, Suzanne Simard, une chercheuse canadienne qui a mis en évidence dans un tome de forêt canadienne ces liaisons entre les arbres, ces collaborations, le fait que certains arbres vont transmettre à leurs jeunes une partie des ressources qu'ils ont captées pour les alimenter, que les souches, au moment de mourir, transmettent une partie de leurs nutriments et peut-être des informations aux autres arbres qui sont autour. Que cette communication, elle se fait par les racines, qu'elle se fait aussi par les champignons et qu'elle se fait aussi par l'air. On sait aujourd'hui que certains arbres, lorsqu'ils sont attaqués par des insectes ou par un herbivore, une gazelle qui vient les croquer quelques feuilles, eh bien vont émettre des molécules qui, lorsque un autre arbre de la même espèce ou parfois d'une autre espèce va les recevoir, eh bien va réagir en se préparant lui-même à se défendre contre cet herbivore et à être attaqué. On peut parler de communication. Est-ce qu'elle est intentionnelle? Je ne sais pas. Est-ce que c'est si important que ça? Est-ce que toute notre communication entre nous est à chaque fois intentionnelle? Est-ce que je pense chacun des messages que je vous envoie par mes gestes et pas mon regard? Certainement non. Sans doute qu'il est de même pour les arbres. Ce qui est impressionnant, c'est que parallèlement, on avait vu la film conférence là, de Alain Baraton, oui. Qui nous parlait de la timidité des arbres. C'est ça. C'est-à-dire qu'en haut, ils ne se touchent pas, et en bas, ils fusionnent. Alors, ils fusionnent. Enfin, ils fusionnent. Alors, ils communiquent. Oui, alors ça veut dire quand même qu'ils communiquent et qu'ils se perçoivent. Si cette timidité et le fait que les branches ne se croisent pas, ça veut dire que quelque part, ils se perçoivent l'un l'autre. Et donc, il y a une forme de communication. Mais cette timidité, ce n'est pas le fait de tous les arbres. Non. Non, c'est seulement Le marronnier, il envahit. Tout à fait. Et je mets un tout petit bémol de scientifiques. Les scientifiques sont toujours pénibles, ils disent quelque chose, c'est super merveilleux, puis après ils viennent casser le travail qu'a fait Suzanne Simard est très sérieux. Il y a beaucoup de chercheurs, et ça a été indiqué dans le livre, qui se sont intéressés à ça, qui l'ont mis en évidence. Donc c'est quelque chose d'assez solide, et en même temps, il semblerait que ce ne soit pas général. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément le cas de tous les arbres. Ce n'est pas le cas de toutes les situations et de tous les arbres, ces formes de communication. Alors, dans l'état de nos connaissances, peut-être que demain, en les étudiant plus finement, de mieux en mieux, on découvrira encore d'autres choses. Voilà, c'était un petit peu le petit débat. Oui, j'ai entendu la semaine dernière que les espèces pouvaient céder, alors c'est horrible, c'est du racisme, selon leur continent, leur compatibilité, le continent d'origine en fait. Donc en fait, si c'est des espèces qui sont... En fait, c'est quand même des... Tout à fait. Tu confirmes? Oui. Donc j'ai trouvé ça super intéressant, parce que des fois, on plante deux arbres et on voit qu'il y en a un qui va s'écarter, un qui va prendre le dessus, l'autre qui va s'écarter et être délaissé, et des fois c'est juste une incompatibilité. Alors il paraît qu'on appelle ça des mycorhizes dans le sol, et qui donc chaque continent aurait des mycorhizes spécifiques. Oui. Et voilà. Oui, c'est le cas. Ces relations entre les arbres, alors c'est bien expliqué un peu plus loin, mais c'est le fait d'une coévolution. Quelque part, l'intuition qui est derrière ce travail de Madame Simard, c'était de dire ces arbres, ces plantes qui vivent ensemble depuis des milliards d'années, qui ne peuvent pas se déplacer, ça serait étonnant que d'un point de vue évolutif, il n'y ait pas eu l'apparition de modalités d'interaction, de communication entre eux. Et donc c'est ce qu'elle a exploré. Je vais vous en dire quelques mots là. Et donc c'est une forme de coévolution. Et effectivement, tout comme nous dans nos sociétés, on parle la même langue, on a des liens culturels particuliers, et que
ça peut être plus compliqué de communiquer avec quelqu'un qui arrive avec une culture complètement différente. C'est un peu la même chose pour les plantes et pour les arbres. Et lorsqu'on introduit une essence exotique, du Douglas ici, il ne va pas forcément communiquer avec les autres arbres. Autant il communique avec ses homologues et avec d'autres arbres dans les forêts nord-américaines dont il est originaire parce qu'il est là-bas depuis des millions d'années, autant on peut imaginer que lorsqu'on plante des Douglas ici, il ne va pas se mettre à fusionner ses racines avec les châtaigniers ou les chênes parce que ils ne se connaissent pas. Voilà. Mais peut-être que si aussi, je ne sais pas. Hein. On ne le sait pas en tout cas. C'est pas lié à la composition du sol. C'est pas forcément lié à la composition du sol, mais un peu sans doute. Voilà, c'est une coévolution. Les arbres, ils vont évoluer sur un certain type de sol, un certain climat, une certaine C'est votre thèse. Et c'est votre temps que vous gaspillerez. Elle le gaspille avec un plaisir des plus intenses. Le travail n'a rien de glamour. Il consiste à scotcher des sacs en plastique numérotés au bout de branches, puis à les collecter à intervalles déterminés. Elle accomplit cette tâche encore et encore, bêtement, mutique, heure par heure, tandis que le monde autour d'elle s'enflamme d'assassinats, d'émeutes raciales et de guerres dans la jungle. Toute la journée, elle travaille dans les bois. Le dos grouillant d'aouta, le crâne de tic, la bouche remplie de résidus de feuilles, les yeux de pollen, le visage drapé de toiles d'araignée, les bras de bracelets de sumac, les genoux entaillés par les scories, le nez tapissé de spores, l'arrière des cuisses piquées en braille par les guêpes, et le cœur aussi joyeux que le jour est généreux. Elle rapporte au labo les échantillons collectés et passe des heures fastidieuses à décrypter les concentrations et les poids moléculaires, à déterminer quel gaz a expiré chacun des arbres. Il doit y avoir des milliers de composés, des dizaines de milliers. Cet ennui intense la remplit d'extase. Elle appelle ça le paradoxe de la science. C'est le travail le plus abrutissant qu'on puisse imaginer, et pourtant il peut dynamiser l'esprit au point de voir ce qui, par-delà l'esprit, existe vraiment. Et elle a l'occasion de travailler sous la pluie, comme dans les mouchetures de soleil, tandis que la puanteur de l'humus emplit ses narines d'une vie obstinément musquée. Quand elle est dans les bois, elle retrouve son père auprès d'elle. Toute la journée, elle lui demande des choses, et le simple fait de poser des questions à haute voix l'aide à voir. Qu'est-ce qui fait qu'un champignon grimpant pousse à partir de quelle hauteur sur un tronc? Combien de mètres carrés de panneaux solaires un arbre donné déploie-t-il? Pourquoi une telle disparité de taille entre une feuille de sorbier et une feuille de sycomore? Je dis ça parce que moi je suis scientifique et ça m'a touché, cette description de la recherche, de ce que ça peut avoir d'incroyablement fastidieux. Comment cette petite vérité scientifique qu'on vous sort comme ça dans des conférences un peu rapidement, bien parfois c'est des années, des dizaines d'années de travail pour s'assurer que ce qu'on dit, que ce qui est dit, bien, ça soit suffisamment solide, qu'on n'a pas raté un aspect, une question, un point de vue. Alors, le roman, dans la partie tronc, ça devient un moment de bataille pour la défense des arbres. Le début, c'est un petit peu la mise en place, la compréhension des arbres. Et puis, cette deuxième partie, c'est la rencontre de ces différents personnages au service de la défense de certains arbres, de certaines forêts, et ils vont finir par se rejoindre pour défendre des séquoias. Le tandem se ferait un chemin, choisit un emplacement intéressant. L'un des deux hommes ulule doucement, en une imitation parfaite et ronronnante. Elle a entendu ce cri la nuit, mais n'a jamais vu le crieur. Elle pourrait s'y méprendre. L'homme ulule encore. Incroyable mais vrai, une créature répond. Un écho s'ensuit, l'appel humain, joyeux et coquin, auquel
Bon, je lève mon post-it. Auquel fait écho l'oiseau léthargique mais obligeant, dissimulé dans les arbres. Une stridure de l'air, et la chouette apparaît. Oiseau de la sagesse et des sorciers. C'est la première Strix occidentalis que Patricia ait jamais vue. La chouette tachetée. Espèce menacée que les savants se proposent de sauver en cloisonnant des milliards de dollars de vieilles forêts, seul habitat possible. Et elle se pose, mythique, sur une branche à 3 mètres de ses suborneurs. L'oiseau et les hommes se dévisagent. Une espèce prend des photos, l'autre se contente de tourner la tête et de cligner de ses yeux énormes. Et puis la chouette disparaît, suivie après de nouvelles prises de notes par les humains, laissant Patricia Westerford se demander si elle est éveillée ou endormie. Cette chouette, elle est très fameuse pour les gens qui sont intéressés à la préservation de la biodiversité. Elle est d'une chouette, pas très grande, pas très impressionnante, qui est particulièrement rare dans l'ouest des États-Unis et que les écologistes, les scientifiques et les gouvernements se sont dit, eh bien, on va la protéger. Et lorsqu'ils ont commencé des études sur ce qu'il fallait faire pour la protéger, rapidement, ils se sont rendus compte qu'il lui fallait un grand territoire et qu'il lui fallait des forêts anciennes, vieilles, des grands arbres et tout un ensemble de caractéristiques qui étaient devenues incompatibles avec l'exploitation forestière. Et ça a été une vaste bataille qui a duré des dizaines d'années pour parvenir à une bataille dans laquelle les scientifiques étaient très impliqués, pour parvenir à faire protéger les forêts dans lesquelles cette chouette tachetée vivait, ce qu'ils sont parvenus à faire. Aujourd'hui, c'est un animal et un oiseau qui est sauvé, et qui a été en gros une des premières grandes batailles entre les puissances économiques qui disaient mais ces forêts, ce sont des milliards de dollars, c'était des quantités phénoménales de bois d'excellente qualité qui se vendent très cher, et d'un autre côté, une autre partie de la société qui disait ben nous, on pense qu'on est prêt à ce que on sacrifie quelque part ses revenus pour protéger cette espèce. Donc cette chouette tachetée, c'est cette histoire-là. Les personnages, et un des personnages va vouloir défendre des séquoias géants. Les séquoias géants, c'est les arbres aujourd'hui les plus grands que l'on connaisse en hauteur. Le plus grand fait plus de 116 mètres de haut. Vous le faites tomber, il dépasse l'autre bout du terrain de foot. 116 mètres de haut. Il s'appelle Hyperion. Sa localisation est gardée secrète parce qu'il a été découvert récemment. Il y a encore des choses à découvrir même dans les forêts américaines. Il a été découvert récemment et elle est gardée secrète de façon à ce que ça n'attire pas les touristes ou de la malveillance. Et donc un des personnages va s'installer en haut d'un de ces séquoias pour le défendre contre l'exploitation forestière qui menace. Mais ce personnage correspond aussi à une allusion à une personne qui a effectivement existé. Julia Butterfly Hill. Une jeune fille qui, après un accident, comme le personnage que vous retrouverez dans le roman qui s'appelle Olivia, après un accident, a une période un peu mystique. Et se sent une mission que de défendre les arbres et les forêts. Et elle est partie dans cette région des séquoias où l'exploitation forestière était très intense. Et avec une association, une structure, elle a construit une plateforme en haut d'un arbre à 55 mètres de haut. Une plateforme qui faisait 1,80 m sur 1,80 m. Vous voyez, 1,80 m sur 1,80 m, c'est pas très grand. En disant, tant que je suis là-haut, on parle de moi et puis on ne va pas couper cet arbre. Elle y est restée plus de 2 ans. 2 ans en haut de cet arbre. Elle en a fait un livre,
des reportages, et elle est parvenue à sauver cet arbre. Elle le sauvait provisoirement, parce que quelques années plus tard, eh bien, les associations qui surveillaient se sont rendues compte que des gens s'étaient introduits et avaient coupé l'arbre aux 3/4 à la base. Non pas pour le faire tomber, mais pour que le jour où une tempête viendrait, eh bien, il soit fragilisé. La bonne nouvelle, eh bien, c'est bien que ce soit un arbre géant, mais ils sont parvenus à le soigner, à faire que cette entaille se cicatrise. Et aujourd'hui, cet arbre est toujours là. Il a un nom, Il a un nom, mais je ne me souviens plus. oui, il lui a donné un nom féminin, je crois. Luna, je crois. Oui, Il c'est s'appelle quelque chose Luna. comme ça. Dans le roman, l'arbre dans lequel elle monte s'appelle Minas. Mimas. Ça, le roman pose ensuite la question, sans trancher, sur ces actions de défense des arbres. Vous avez entendu d'ailleurs parler c'est une pratique encore, hein, c'est un peu loin de chez vous, mais l'A69, il y a quelqu'un qui a passé plusieurs semaines dans un arbre et d'autres avec lui dans d'autres arbres pour essayer de défendre des arbres. Le roman pose la question de la lutte pour la défense de l'environnement, de la lutte non violente. Où est-ce qu'elle commence? Jusqu'où elle va? Est-ce que lorsqu'on s'attaque et qu'on rentre dans la propriété d'autrui, propriété privée, si sacrée aux États-Unis, est-ce que c'est une forme de violence? Est-ce que quand on abîme des machines, est-ce que c'est une violence ou pas? Est-elle légitime ou pas? Dans le roman, on voit certains de personnages vont jusqu'à la violence physique. Il y aura des morts. Une partie du roman parle de tout ça, sans trancher, sans dire clairement la posture. Et il y a un passage qui parle un petit peu de ça. Un homme est assis à son bureau, dans sa cellule de prison. Ce sont les arbres qui l'ont fait atterrir ici. Les arbres et trop d'amour pour eux. Il reste incapable de dire s'il a eu tort, ou s'il choisirait encore d'avoir tort ainsi. Le seul texte qui peut répondre à cette question se déploie, indéchiffrable sous ses mains. Ses doigts suivent le grain de la surface de bois. Il essaie de saisir comment ces boucles anarchiques ont pu provenir d'une chose aussi simple que des anneaux. Un mystère qui réside dans l'angle de la coupe, la position du rabot à l'intérieur des cylindres emboîtés. Si son cerveau était une créature légèrement différente, le problème serait peut-être facile à résoudre. Si lui-même avait poussé différemment, il serait peut-être capable de voir. Le grain sous ses doigts oscille en bandes inégales, épaisses et claires, ou fines et sombres. Le choc est intact, après toute une vie à regarder le bois. Ce qu'il contemple, ce sont les saisons, le pendule de l'année, l'éclatement du printemps et le repliement de l'automne, le tempo d'une chanson en 2/4 enregistrée ici, dans un médium créé par le morceau lui-même. Le grain erre entre crêtes et ravins sur une carte d'état-major. Le pâle surgit, le sombre se rétracte. L'espace d'un instant, les anneaux se dessinent à partir de la coupe oblique. Il peut les cartographier, projeter leur histoire respective sur la surface du bois. Malgré tout, il reste illettré. Larges les bonnes années, bien sûr, et étroits les mauvaises, mais rien de plus. S'il pouvait lire, s'il pouvait traduire, s'il était une créature un tant soit peu différente, peut-être pourrait-il apprendre comment le soleil a brillé, comment la pluie est tombée, dans quel sens a soufflé le vent contre ce tronc, avec quelle force et quelle durée. Il pourrait décoder les vastes projets qu'a entrepris le sol, les gels assassins, la souffrance et les luttes, les disettes et les excédents, les attaques repoussées, les années luxuriantes, les orages surmontés, la somme de tous les dangers et de tous les hasards venus de partout, à chaque saison, jamais vécus par cet arbre.
Son doigt parcourt ce bureau de prisonnier pour tenter d'apprendre cette créature étrangère, de la transcrire tel un moine dans un scriptorium. Il suit le grain et songe à toutes les choses que pourrait dire cet almanach séculaire et illisible, toutes les choses que pourrait lui renseigner le bois mémorieux dans cet endroit où il est détenu, sans changement de saison, au climat immuable. Donc c'est le premier personnage dont je vous ai parlé tout à l'heure, ce soldat qui est tombé, et c'est lui qui est en prison, pour avoir voulu défendre à sa façon, et accidentellement, pas volontaire dans l'histoire, mais tuer quelqu'un. J'aimerais terminer par une dernière lecture qui, à mes yeux, est un petit peu la synthèse, peut-être, même si, je l'ai dit, tout ça, c'est dispersé à différents endroits dans le livre, mais me semble-t-il, ce passage, il dit quelque chose de ce que l'auteur a voulu dire et de ce que moi, j'aimerais aussi pouvoir vous transmettre. Le livre, à la fin, il n'y a pas vraiment un dénouement. Il y a quand même une fin. Voilà, on apprend des choses, et l'histoire des personnes est terminée. Mais en même temps, on voit bien, et c'est pour ça que ça se termine par des graines, qu'il y a des suites. Il y a quelque chose qui doit venir après, dont on doit se saisir. Il y a une histoire à construire. Nous autres scientifiques, on nous apprend à ne jamais chercher l'humain dans d'autres espèces. Alors, on insiste pour que rien ne nous ressemble. Jusqu'à très récemment, on ne voulait même pas accorder une conscience aux chimpanzés, encore moins aux chiens et aux dauphins, mais seulement à l'homme. Vous comprenez, seul l'homme pouvait savoir assez pour vouloir des choses. Mais croyez-moi, les arbres veulent quelque chose de nous, comme nous avons toujours voulu quelque chose d'eux. Ça n'a rien de mystique. L'environnement est vivant. C'est un réseau fluide et changeant de vies animées d'un but et d'interdépendance. L'amour et la guerre ne peuvent pas être dissociés. Les fleurs façonnent les abeilles autant que les abeilles façonnent les fleurs. Les baies peuvent être en rivalité pour être mangées plus que les animaux ne rivalisent pour manger les baies. Un acacia épineux produit des friandises aux protéines sucrées pour nourrir et asservir les fourmis qui les protègent. Les arbres fruitiers nous manipulent pour qu'on dissémine leurs graines, et ce sont les fruits mûrissants qui nous ont fait accéder à la vision en couleur. En nous apprenant comment trouver leur appât, les arbres nous ont appris à voir que le ciel est bleu. Notre cerveau a évolué pour déchiffrer la forêt. Nous avons façonné et été façonnés par les forêts depuis bien plus longtemps que nous ne sommes des Homo sapiens. Les hommes et les arbres sont des cousins moins éloignés que vous ne croyez. Nous sommes deux créatures écloses de la même graine, parties dans des directions opposées et qui s'utilisent mutuellement dans un monde partagé. Et ce monde a besoin de toutes ces parties. Et pour notre part, nous avons un rôle à jouer dans l'organisme qu'est la Terre. Je pense que quand on arrive comme ça, on se sent concerné. D'autant plus que ce qui est écrit là, et si Richard Powers l'a écrit maintenant, ce livre, c'est aussi parce qu'il y a des enjeux nouveaux, immenses, vitaux, qui nous concernent. Le changement climatique, le dérèglement climatique. Il en parle. Peu, il en parle. La dégradation de la biodiversité, la dégradation de la santé. Tout ça, ça nous concerne. Et ça nous renvoie à certains égards à aussi une réflexion philosophique sur nos rapports entre humains et nos rapports entre humains vis-à-vis du reste du vivant et puis nos rapports directs avec le reste du vivant. Et j'aimerais que cette lecture, ce petit temps, ça vous incite à ça, à échanger, à discuter, à parler de ces enjeux, à approfondir, à lire, à aller en forêt,
et si je devrais dire peut-être en papoter, parce que la papote est une des associations qui est à l'origine de cette soirée. En parler, et puis parfois se taire, rester un peu silencieux pour écouter l'arbre et la feuille, bien sûr, qui est la deuxième association. Et je remercie chaleureusement Pierrette de nous donner l'occasion d'être ici. Exactement. Je pense que avec ça, je vous ai donné envie de lire L'Arbre Monde. Je crois qu'il y en a plusieurs exemplaires qui sont là en vente. Voilà, et vous pouvez aussi les partager, les échanger, faire des lectures croisées. La parole est maintenant à vous, à ceux éventuellement qui l'ont lu et qui ont peut-être des questions sur des indices qu'ils ont vus en se disant mais qu'est-ce que l'auteur a bien voulu dire là-dessus. Je ne vous garantis pas que j'ai la réponse. Il y a aussi sur Audible. Ah. Moi j'ai du mal à lire les bouquins, donc je l'ai acheté sur Audible. D'accord. Donc vous pouvez même l'écouter. Vous pouvez même l'écouter. Voilà. À vous. Vous avez mis présenter des livres là. Il y a une raison que vous avez choisi. C'est Pierrette qui a fait une sélection de livres sur la forêt et les arbres. Ceux qui sont dévorés de l'impatience de se plonger dedans dès ce soir, vous pouvez repartir avec. Et il n'y en aura pas pour tout le monde. Moi, j'ai une question sur les différents personnages. Je ne sais pas si on a parlé au début de chaque. Oui. J'ai pas dit que j'ai pas dit effectivement que chacun des personnages dans le début de son histoire est lié d'une façon ou d'une autre à un arbre ou à certains arbres. Le premier personnage, c'est le châtaignier que son arrière-arrière-grand-père a planté. Voilà. Et donc, moi, ce que je n'ai pas compris dans le bouquin, c'est comment ces personnages, est-ce qu'il y a un lien entre ces personnages et entre les arbres qu'ils ont plantés? Parce que c'est pas anodin, quoi. Tout le monde ne plante pas un arbre pour sa famille. Alors tous n'ont pas planté forcément un arbre. Non, c'est les grands-parents ou les parents. Ou ils l'ont rencontré. Par exemple, j'ai commencé par parler de Douglas Pavlicek qui tombe et qui est sauvé par un bagnant et qui va quelque part transformer un peu sa vie, même si il ne l'a pas voué finalement au bagnant, puisqu'il va passer le reste de sa vie à planter des arbres, à planter des sapins de Douglas dans les forêts et ensuite aller défendre les séquoias. Mais à un moment donné, il a rencontré un arbre, un autre personnage qui va devenir un génie de l'informatique, qui va inventer un logiciel, un jeu qui simule un monde qui ressemble aux arbres. Eh bien, il est devenu handicapé suite à la chute en ayant grimpé dans un arbre. Donc les arbres sont bénéfiques et parfois dans l'histoire, pas toujours bénéfiques. En tout cas, ils infléchissent des vies. Peut-être que vous pouvez y penser, ça. Il m'arrive, quand je fais des présentations, de demander aux gens au début de l'intervention de penser à un arbre ou une forêt, souvent de l'enfance, mais ce n'est pas obligé, particulier, pas un arbre en général, pas moi je suis fan des oliviers, non, un arbre, un individu auquel vous rattachez une partie de vos souvenirs. Et je fais ça depuis plusieurs années et je trouve ça toujours étonnant comme j'ai jamais rencontré personne qui me dit non, vraiment, moi j'ai aucun arbre dans ma vie dont puisse me souvenir. Et c'est souvent l'enfance. Essayez de garder ça, vous pensez, on n'est pas obligé de le faire là, mais vous verrez que c'est souvent assez reposant.
Ceux qui l'ont lu, les... Une question, on parle des rapports entre la forêt et puis l'homme qui se promener. Je crois que l'homme conservera toujours un regard intéressé à la forêt. Et je voulais savoir s'il y a des actes de recherche sur des molécules, par exemple, qui sont émises, qui émanent du sol, des arbres, et avec un retentissement, éventuellement, un impact possible sur l'humain. Est-ce que ça, ça fait partie des C'est travaux des là-dessus? recherches assez récentes, d'ailleurs, dont il parle assez peu dans le livre. Peut-être que celui avait échappé, puis il y en a déjà tellement que... Mais effectivement, il y a eu des travaux assez récents qui ont commencé au Japon, montrant que le fait de voir des arbres, de voir de la végétation, même uniquement sur écran ou en photo, nous fait du bien. C'est mesurable physiologiquement. On peut voir que le rythme cardiaque, la tension, tout un ensemble de paramètres sont améliorés. Ils avaient pu le mesurer sur des cohortes de malades dans des hôpitaux, et selon la convalescence était plus ou moins longue selon que la chambre avait une vue sur des arbres ou pas. Et elle était plus courte dans les chambres qui avaient vue sur les arbres. Donc ça, c'est l'aspect visuel. Et on a poussé un petit peu les investigations et on a mis en évidence effectivement un certain nombre de molécules émises alors par la forêt. Donc on ne sait pas très bien d'où elles viennent. Est-ce que c'est le sol? Est-ce que c'est les animaux du sol? Est-ce que c'est les plantes? Est-ce que c'est l'humus? Est-ce que ce sont les arbres? Enfin, c'est tout cet ensemble-là dont le nom générique m'échappe. Bon, peu importe, c'est pas grave. C'est un peu comme phéromone, Oui, comme ça, mais c'est voilà, pas ça. mais je ne veux pas dire de bêtises. Et donc on a montré qu'effectivement, elles avaient un effet positif sur un certain nombre de paramètres de la santé des humains. Je mets toujours un nouveau le scientifique qui ressort avec son oui, mais ça a un effet positif parce que scientifiquement, on sait mesurer des choses assez fines. Ça ne soigne pas toutes les maladies, ce n'est pas la panacée, et quand même, un bon nombre de médicaments restent quand même plus efficaces qu'un bain de forêt. Voilà. Donc on peut, et je vous encourage à aller en forêt, à amener vos enfants en forêt, à y revenir, à les laisser toucher toutes sortes de choses, parce qu'au-delà de ces molécules, il y a aussi toutes les bactéries qu'on va ingurgiter, et là, c'est bien meilleur pour votre santé de manger des bactéries de forêt que des bactéries de moquette. C'est une hygiène de vie. Voilà, c'est une hygiène de vie. Donc tout ça, c'est positif, faites-le. Mais il y a des choses qu'on ne soigne pas avec uniquement la forêt. Et on le soigne encore moins quand on vous demande 500 € pour aller embrasser des arbres. Je le précise parce que il y a une ligne de crête qui est compliquée à dire. Et dans le livre, il insiste un peu là-dessus de façon élégante, sur le fait que retrouver une forme de relation spirituelle, une considération du vivant, des arbres, de ne pas les voir uniquement comme de la matière utilisable, une ressource, mais comme quelqu'un avec qui on cohabite, qu'on peut être légitime à utiliser, à couper, on a coévolué, on est des animaux, utiliser du bois, il n'y a pas de souci avec ça, mais qu'on peut le faire avec certains égards, c'est pas tout à fait la même chose que d'arriver dans des formes de capitalisme mystique, de gens qui jouent là-dessus pour voilà, et ça existe. Et nous, on le rencontre. Voilà. Et donc, les bains de forêt, il n'y a pas besoin de payer pour aller faire un bain de forêt. Il faut être conscient de la richesse. Les phytocides. Voilà. Je crois qu'il faut être conscient aussi de la richesse qu'apporte et de la méconnaissance que l'on a sur la forêt, sur peut-être ces produits chimiques qui pourraient nous servir après pour fabriquer un certain nombre de substances thérapeutiques. Et on méconnaît et on a peut-être tendance à dire on n'est pas intéressé, on ne connaît pas, et par méconnaissance, on rase, et puis on supprime, et puis c'est fini. Quoi. Ce qui est assez nouveau dans cette réflexion-là, c'est que ça, en fait, on l'avait
on l'avait bien en tête, mais pour les forêts tropicales. Ouais. En gros, on disait les forêts tropicales, ah oui, c'est la pharmacie du futur, c'est là où on va trouver toutes les molécules pour nous sauver de tous les problèmes. Ce qui est assez nouveau, c'est que on a commencé à utiliser un peu les mêmes techniques, mais sur les forêts tempérées, dont pour les forestiers et pour le commun de nous, on disait, bon, ça c'est banal, il n'y a rien à voir, circuler, de toute façon, depuis le temps qu'on les coupe. Et en fait, quand on commence à les étudier en détail, de façon fine, on se rend compte qu'il y a une diversité à la fois de molécules, à la fois d'êtres vivants, à la fois de mécanismes de vie qui est. On est passé complètement à côté de ça. Voilà. Imaginez les arbres toujours étant en compétition les uns avec les autres. Toute la sylviculture, aujourd'hui, elle est encore basée sur l'idée que tous les arbres sont en compétition avec eux. Lorsque M. Vollenben a sorti son livre sur la vie secrète des arbres, dans la suite des travaux de Suzanne Simard, que je parle en disant non, ils ne sont pas que en compétition, c'est une compétition de coopération. C'est plus, les relations entre eux sont plus compliquées que ce qu'on pense. Ça change radicalement les choses. Ça change éventuellement même la sylviculture. Ça change la façon dont on peut retirer des ressources en les impactant un peu moins. Je profite pour faire un petit aparté parce que pour moi il est très signifiant, c'est que ce sont des femmes qui ont révélé ces éléments-là. Et on constate en science, dans d'autres domaines, que la façon dont les femmes étudient des processus biologiques, eh bien, a révélé des choses différentes de ce que les hommes au sens mâle, vous voyez, exprimaient. Et donc les mâles, en plus les forestiers, c'était tous des anciens militaires, hein, donc et bien forcément, les arbres sont en compétition. Et ils se battent les uns contre les autres pour une ressource et leur territoire, et ils s'enquêtent. Et donc on va gérer la compétition entre les arbres en éliminant les uns et les femmes. Elles ont vu des êtres vivants en interaction qui tiennent compte les uns des autres. Et on a vu la même chose, par exemple, sur les oiseaux. Je vous invite à lire Vinciane Després, par exemple, qui explique ça très bien. Pour les ornithologues hommes, les mâles défendent leur territoire contre des adversaires qui veulent leur piquer leurs femelles. Les ornithologues femmes, elles ont vu des oiseaux copains qui se chamaillent l'un l'autre, qui discutent, qui ont leur chez eux, parce qu'ils ont besoin de ressources, mais qui n'interdisent pas aux autres d'être là. Et d'ailleurs, la preuve, c'est que quand ils vont nicher, eh bien, ils nichent toujours les uns à côté des autres. Si vraiment ils voulaient s'éviter, ils iraient nicher ailleurs. C'est sûr que ça ouvre des perspectives nouvelles dans notre rapport, dans une forme d'écoféminisme. C'est pas un hasard si c'est une femme qui était montée en haut de son séquoia. Oui, pourquoi il a mis. Dans le livre, c'est un couple. C'est un couple. Oui, c'est un couple là. Et puis ils sont sur une plateforme bien plus confortable que celle de. Ah oui, pourquoi? Ah, bah c'est le roman. Mais in fine, cette plateforme, qu'est-ce qu'elle devient dans le roman? Ah, je m'en souviens pas bien. Alors, je vais pas tout raconter. Mais c'est pas gay. On gagne pas à tous les coups. Est-ce que tu as vérifié si dans les faits qui ont inspiré cette bataille de protection des séquoias, et qui a quand même, dans la réalité, abouti de façon positive, est-ce que aussi il y a eu des morts? Je sais pas. Je saurais pas dire. Est-ce que dans le livre, tu as repéré des erreurs, des choses qui ne sont pas du tout vraies, pas du tout. Vraiment, on pourrait nous le lire et dire ah, c'est incroyable, mais en fait, c'est pas du tout. Bon, d'abord, il y en a plein que je n'ai pas compris ou que je ne connais pas, que je n'ai pas cherché à savoir. Mais j'en ai pas vu. Il y a des choses où ils forcent le trait. Par exemple, sur la communication des arbres, ils donnent un peu l'impression que tous les arbres communiquent tous les uns avec les autres de façon que c'est un fait avéré scientifiquement. C'est pas aussi tranché que ça. La science, elle est encore en train d'explorer ça sur comment se font ces communications. Est-ce que c'est si systématique?
à certaines fois, ça se produit, ça c'est sûr, ça ne se produit pas forcément tout le temps. Voilà. Donc il y a des petites choses comme ça, mais non, j'ai pas trouvé d'erreur manifeste de quelque chose qui serait complètement... Non, Richard Powers est très réputé, parce qu'il a écrit d'autres, je pense que c'est son 9e roman, mais c'était pas sur rien dessus, mais pour être quelqu'un qui passe 10 ans à se documenter. Donc je pense qu'il doit avoir des piles d'encyclopédies comme ça, et rencontrer les spécialistes, il y a des choses qu'il raconte, il a forcément vu quelqu'un qui pour lui expliquer. On a justement, en lisant le bouquin, on sort du livre en se disant que c'est magique. On est un peu porté en fait par cette magie, et en même temps, on se doute bien, on se rappelle nos sorties en forêt, quoi. On se doute bien que personne ne nous parle, il n'y a pas de lutin, il n'y a pas de... bon, il ramène quand même aux réalités, quoi. J'aime bien ça. Oui, c'est effectivement la ligne de crête sur laquelle il arrive, je trouve, à bien être à la fois il le dit d'ailleurs dans le texte que j'ai lu, on n'est pas obligé d'être dans le mystique pour avoir un rapport spirituel aux arbres. On n'est pas obligé de leur prêter toutes les caractéristiques de l'humain pour quand même voir dans leur vie des choses qui s'apparentent à notre activité humaine. Alors là, il n'en parle pas dans le livre, mais quand Suzanne Simard dit il y a des amitiés entre les arbres, plein de collègues scientifiques qui hurlent, qui montent sur leur gros chevaux en disant mais non, l'amitié c'est une relation sociale, c'est entre les humains, ça peut pas. Oui, c'est pas exactement la même chose, mais ça se ressemble quand même. C'est une forme de relation, plus que de symbiose. La symbiose, du point de vue biologique, c'est vu comme je te donne quelque chose, tu me redonnes quelque chose. Le symbiose, c'est un peu un troc. Voilà, ça rentre bien dans le... Mais c'est même encore autre chose, l'amitié. C'est une relation qui dure, où il y a une forme de bien-être à être ensemble, une forme de voilà. Est-ce que on n'est pas obligé pour autant de dire que tous les sentiments humains se retrouvent chez les arbres. Ça amène même à penser que... Pardon. Non, ça amène même à penser qu'il faudrait peut-être qu'on revoie notre façon de nous voir nous-mêmes par rapport à la nature. Ne pas essayer de voir dans l'arbre ce qu'il y a de l'homme, mais plutôt de voir dans l'homme ce qu'il y a de l'arbre. Ah oui, tout à fait. C'est ce qu'il dit là. Et j'ai découvert à cette occasion que nous avons plus de 25% de nos gènes qui sont communs avec les arbres. Combien ? 25%. Donc on a de l'arbre en nous. On a de l'arbre en nous, et les arbres ont de l'animal et une part de l'humain en eux. Si on ne mettait pas du ciment dans les cimetières, on le redonnerait. Voilà. Et ce qui ne veut pas dire que les arbres deviennent sacrés. Dans le texte, je l'ai un peu dit à un moment donné, quand il dit, bah oui, c'est aussi les violons, c'est aussi on les utilise, le bois. Et en tant qu'animal forestier, on est un animal forestier, il y a une certaine légitimité aussi à utiliser du bois. Le roman n'est surtout pas un livre contre l'utilisation du bois, bien au contraire. Mais pour une utilisation raisonnée, respectueuse, attentive, dans un autre rapport entre les humains et avec les arbres. Voilà, je crois qu'il faut qu'on passe à autre chose. Merci beaucoup. Merci, c'est un plaisir. Si vous avez envie d'en savoir plus sur Écoute la feuille, vous avez quelques infos à vous proposer sous forme de petits flyers. Et si vous voulez des arbres mondes, et le 25, samedi prochain, fête des plantes à Saint-Hilaire-la-Treille. 21 rue de Zéna.
C'est sur la place. Et le parking de Montpellier. Ah oui, mais si. Chaque année, on fait des Ah, c'est toujours sur devant la plage.